Bonsoir, c'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Alors il y a quelques mois encore, politologues, journalistes, sondeurs, nous vous expliquions doctement qu'à droite Alain Juppé serait le vainqueur de la primaire et que le duel se jouerait entre lui et Sarkozy. Bref, que la droite de toute façon gagnerait l'élection présidentielle haut la main, que François Hollande trouverait son trou de souris pour se représenter. Et le valsisme a valsé, le montebourisme s'est dégonflé. Et c'est le petit pousset Benoît Hamon qui a fait tilt avec son revenu universel. Rien de tout cela ne devait arriver. Seul un variant dans la vie politique française aujourd'hui, la position dominante de Marine Le Pen, largement en tête au premier tour dans tous les sondages. Certains continuent de nous dire qu'elle ne franchira jamais son fameux plafond de verre, c'est-à-dire la barre des 50%. L'effacement des vieux barbons de la politique, un Emmanuel Macron sorti des nuages, un Fillon pris dans la nasse et comme suspendu aujourd'hui. Comment une telle déconstruction du paysage politique français a pu arriver et pourquoi tout fout le camp? On en parle avec nos invités. Jean-Louis Bourlanges, bonsoir. Bonsoir. Donc ancien député européen et essayiste. Et à vos côtés, Jean-Claude Casanova, directeur de la revue Commentaire. Donc voilà, revue très intelligente et intéressante. Bonjour, bonsoir, merci d'être là. Jean-Marie, on va regarder ce sondage. C'est pas n'importe quel sondage. D'abord, c'est le Cevipof, il est intéressant. Et il mérite le regard parce qu'il est fait sur un échantillon de 16 000 personnes. Hein. Donc voilà ce qu'il donne. Donc aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, Marine Le Pen est à 26, Macron 23, Fillon 18,5, donc dégringole un peu, Hamon 14,5 et Mélenchon 12. Alors Jean-Marie, comment, déjà au regard de ce sondage, comment expliquez-vous ce que je disais à l'instant, dans le fond, que le paysage français soit à ce point dominé par Marine Le Pen ? Je ne sais pas, c'est difficile de donner une explication. En tout cas, quand vous disiez tout à l'heure tout fout le camp, c'est une partie de l'explication. La France ne fout pas le camp. La France n'est pas dans un état tel qu'on puisse crier au déclin, à l'abaissement, à l'agonie, etc. Ce qui est le discours politique dominant depuis des années et qui nourrit évidemment le vote protestataire, qui nourrit, etc. Ce qui, par ailleurs, empêche de voir les vrais problèmes, les vraies difficultés et tourne les regards vers un éventuel homme providentiel ou femme providentielle. Et donc, Marine Le Pen, elle est au fond portée aussi par ce mouvement de recherche de quelqu'un qui, armé d'une baguette magique, va régler tous les problèmes. Mais ce sondage est éclairant en ce sens que je pense qu'il faut en effet, d'une certaine façon, cesser de sourire du désordre ambiant politique. Le problème, c'est qu'il y a comme une déconnexion entre la nation, l'économie, la réalité du pays, le dynamisme qu'il peut y avoir sous-jacent, et puis la politique qui, en effet, se défait et se déconstruit. Et sur ce sondage, on voit bien que tout s'effrite, tout le monde s'effrite, sauf Marine Le Pen, qui tient solidement son socle électoral et qui ne cesse de progresser. Là, par rapport au sondage précédent, elle a gagné 2 points, mais à ce rythme-là, elle termine au premier tour, au soir du premier tour, à 30%. Si elle termine au soir du premier tour à 30%, la distance pour faire les 50% va devenir une vraie question, ce qu'elle commence à devenir. Et par ailleurs, derrière elle, si vous regardez bien, effondrement de François Fillon, qui a perdu au moins 8 points en un mois, installation de Macron, mais sur un socle très très friable, et au fond, absence de la gauche promise, etc. Donc voilà le paysage dans lequel nous sommes, donc avec en effet un invariant, la lente et inexorable progression de Marine Le Pen. Alors, c'est vrai qu'à chaque élection, Jean-Louis, Jean-Claude, on se fait peur. On s'était fait peur au régional, au départemental, et au final, c'est vrai qu'entre les 2 tours, les Français avaient corrigé leur vote. Aujourd'hui, est-ce que le fantasme Marine Le Pen, qui est en tête des sondages, est-ce que cette même correction pourrait intervenir pour cette grande élection qui est la présidentielle? Est-ce que les anglo-saxons qui, eux, n'ont pas vu venir le Brexit ni l'élection de Trump, nous disent aujourd'hui, oulala, faites attention, la prochaine, c'est Marine Le Pen. Est-ce que c'est possible? Une première remarque pour aller élargir l'observation de Jean-Marie sur la dissociation entre le fait que la situation de la France, même si elle est assez peu satisfaisante, n'est pas du tout dramatique, et ce mouvement protestataire très puissant.
il faut élargir cette observation, elle se constate partout. Partout. Les Anglais ont une situation économique qui est très satisfaisante, et malgré tout, ils ont voté pour le Brexit. Obama a une gestion économique qui a été relativement brillante. Et malgré tout, on a eu Trump. Les Allemands ont une situation très prospère, et on voit bien qu'un parti contestataire comme l'Alternative progresse. Donc on est bien dans quelque chose de différent, qui n'est pas simplement indexé à la situation de tel ou tel pays, mais qui est une remise en cause, à mon avis, très profonde de ce qui a été, de ce qu'ont été les valeurs dominantes de l'après-guerre, et le protectionnisme remplaçant l'économie ouverte, le retour à une conception autoritaire de la politique, la méfiance à l'égard de la démocratie représentative, le protectionnisme, le nationalisme, la xénophobie, tout un ensemble de choses. C'est, pour moi, je fais cette comparaison parce que j'ai relu cette pièce récemment, c'est la pièce de Ionesco, c'est le retour des rhinocéros, c'est le rhinocéros de Ionesco est là. Donc on a une situation globale. Pour répondre à votre question, personnellement, j'ai toujours pensé, j'ai toujours dit qu'il y avait, par rapport à la stratégie de Marine Le Pen et de Philippot, un plafond de verre. Pourquoi ? Parce que je pense que la stratégie de Marine Le Pen et de Philippot consiste à s'attaquer simultanément à la droite et à la gauche. Oui. Or, je crois qu'à gauche, il y a quand même, si je puis dire, des anticorps. Il y a une espèce de surmoi idéologique, culturel, qui fait que les électeurs de gauche restent, il y a quand même qui restent à gauche. Et en revanche, cette politique de gauche crée tout un ensemble de rejets à droite. Les épargnants à cause de l'euro, les chrétiens qui n'étaient pas, les chrétiens assez traditionnalistes, qui n'étaient pas du tout séduits par les complaisances de Marine Le Pen pour le mariage pour tous, les chefs d'entreprise, les petits artisans et commerçants qui étaient très inquiets du programme économique. Donc, les analyses, notamment, il y a une analyse de Jérôme Jaffré qui vient d'être publiée par la Fondapol, qui est tout à fait remarquable et qui montre à quel point les électeurs de gauche, mais aussi de droite, résistent à la pression Front National. Mais aujourd'hui, et c'est ça que je veux dire, il se passe quelque chose de totalement différent, car en réalité, c'est la droite qui s'effondre. Et Marion Maréchal Le Pen, qui avait une toute autre stratégie, je crois que, je ne sais pas si elle peut passer, je crois effectivement que pour la première fois, il peut y avoir une rupture à l'intérieur de l'électorat de droite à cause du fait que le candidat de la droite est véritablement très contestable. Et là, j'emploie une litote. Oui, Jean-Claude. Non, je crois qu'il y a un phénomène général et un phénomène particulier. Le phénomène général, dans à peu près toutes les démocraties occidentales, c'est les conséquences du libre-échange. Curieusement, d'ailleurs, on a appelé mondialisation, ce qui n'était rien d'autre que le libre-échange et la libre circulation. L'immigration joue autant de rôle que le libre-échange. Simplement, elle est amplifiée en France, comme toujours, parce que les positions extrêmes sont plus fortes en France qu'en Allemagne ou qu'en Angleterre, et donc il y a une difficulté plus grande. Et le phénomène particulier, c'est celui que vient d'indiquer Jean-Louis, c'est-à-dire que le candidat de la droite classique vacille, et en vacillant, au vide créé par la poussée des extrêmes, il ajoute une poussée spécifique, un élément spécifique, qui est sa vacillation, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien comment va se répartir l'électorat. Ceci dit, l'électorat de gauche traditionnel, si on additionne Mélenchon et Hamon, fait pas loin de 25%. Et effectivement, pour les gens de gauche raisonnables, l'addition, une formule à la Mitterrand serait possible. Mais là aussi, on rencontre les particularités françaises favorisées par l'élection présidentielle, dont je n'ai jamais été sûr qu'elles conviennent parfaitement au tempérament français. C'est la poussée des égaux. C'est-à-dire qu'incontestablement, Mélenchon pense que Hamon doit se rallier à lui, et Hamon pense l'inverse, de même pour les autres. Et pour revenir d'un mot sur la droite, les phénomènes que l'on observe, c'est-à-dire une affaire qui se déclenche, deuxième quinzaine du mois de janvier, qui atteint l'un des candidats de la droite. C'est assez fréquent, c'est même assez régulier dans l'histoire. Simplement, la grande différence, c'est que d'habitude, à chaque présidentielle, il y a deux candidats de droite. Il y a le candidat Chirac et il y a le candidat Balladur. Il y a le courant RPR et il y a le courant UDF, ou le courant approchant UDF. Là, il y a Giscard et ainsi de suite. Et donc, le fait que l'un soit atteint par, entre guillemets, des affaires ou des missiles de cette nature, fait que le second en profite.
Donc la Schuller-Maréchal, ça déstabilise Édouard Balladur, ça profite à Jacques Chirac. Aujourd'hui, comme il est seul et comme par le jeu de la primaire, il n'y a qu'un candidat à droite, eh bien la colère de l'électorat de la droite, la colère de toutes celles et ceux qui ont cru se reconnaître en François Fillon et qui ne veulent plus se reconnaître en François Fillon, les dirige en grande partie vers le Front National. C'est là qu'est le danger, parce qu'ils n'iront pas, ou une minorité peut-être ira voir chez Emmanuel Macron, parce qu'ils ne peuvent pas aller chez Hamon. Mais la plupart iront vers le Front National. Et c'est là qu'il y a un danger. Et c'est là que le fameux plafond de verre, cher à Jérôme Jaffray, peut sauter. Voilà. Nous en sommes là, encore une fois, 2 points chaque mois. Elle est à 26, le mois prochain elle sera à 28, et à l'élection elle peut se retrouver à 30%. Allez la battre si elle fait 30% au premier tour. Le numéro 2 derrière Madame Le Pen aura 8 points de retard. On peut estimer 28, 20. 8 points de retard, où va-t-il les trouver au second tour ? Que ce soit Fillon, que ce soit Macron, que ce soit Hamon. Macron aura sans doute plus de facilité à le trouver, mais Fillon... S'il se dégonfle pas, oui, si se dégonfle pas, j'en suis d'accord. Il y a des... Mais si c'est Hamon, si c'est un duel Hamon-Le Pen, Marine Le Pen passe. Je pense qu'il est... pas du tout exclu que Madame Le Pen passe. Donc on a 8 points de retard. S'il y a vraiment, si le candidat, le second candidat a 8 points dans le nez à l'issue du premier tour, il va falloir ramer souquet ferme pour le second. C'est le scénario pessimiste. Le scénario pessimiste, c'est une forte avance de Madame Le Pen et une déception importante de la droite qui se transforme en vote protestataire et qui rallie Madame Le Pen, et peut-être une partie du vote social, puisque le parti ouvrier par excellence aujourd'hui, c'est le Front National. Ça, c'est la vision pessimiste. La vision optimiste, c'est que malgré tout, la possibilité de la victoire de Marine Le Pen crée un phénomène général d'effroi, et que ce phénomène général d'effroi, accentué par le monde médiatique, rassemble les voix hétérogènes, rassemble des voix hétérogènes. Parce qu'elle ratisse large, en fait. Cela dit, pour le moment, il n'y a pas de phénomène médiatique contre Marine Le Pen. Au contraire. Non, au contraire. D'une part. Et d'autre part, il y a le peut-être petit élément positif qui peut se produire, c'est qu'elle profite énormément du Trumpisme. Elle profite de la victoire de Trump, et qu'on voit bien qu'aux États-Unis, on commence à voir non seulement les failles béantes du président Trump, mais on commence à voir quand même qu'il est obligé de reculer sur plusieurs points. Donc si l'effet Trump se dissout, elle en souffrira. Elle apparaît comme plus modérée que Trump. C'est ça le paradoxe. On se retrouve... Lui aussi, il se modère. Alors, c'est la fin de cette première partie, mais ayez crainte, on se retrouve juste après une page d'infos. À tout de suite.